à Gaza. Alors on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit, est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous vous en félicitez? Mais Monsieur Pujadas, ce n'est pas la question. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pourquoi il faut sortir de ce petit jeu, est-ce que, etc., où on polarise, on chauffe les esprits et on introduit un paramètre de polémique. Non, mais la vision du droit se traduit en actes. Et bien justement. Qu'on peut condamner ou féliciter. Et pourquoi c'est incontournable, le respect du droit? En Ukraine et à Gaza et au Proche-Orient, au Liban et ailleurs. C'est parce que le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Or, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui, lui, ne croit pas aux règles, qui, lui, ne croit pas au droit. Et son administration, en réaction à la décision de la Cour pénale, vient d'annoncer qu'ils feront tout pour contrer les Nations Unies. Vous savez, la loi de la jungle, le retour à cet esprit du chacun pour soi sur la scène internationale, c'est catastrophique. Nous avons vu, beaucoup en ont été surpris, nous avons vu comment le monde s'organise sans nous. Cette alliance ou cet accord entre la Chine et la Russie nous a surpris. Sur votre plateau, j'avais posé la question, est-ce que si nous surenchérissons en Ukraine inconsidérément, est-ce que nous ne verrons pas certains pays du Sud global s'engager auprès de la Russie? Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? La Corée du Nord a envoyé des troupes. Donc l'impensable est possible sur la scène internationale. De la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au sommet de Riyad? Au sommet de Riyad, le 11 novembre, il y a eu l'unité du monde arabe, arabo-musulman, avec l'Iran qui était invité. Et il y a eu la Alors solidarité... que l'Arabie Saoudite, pardon de vous compléter, était sur le point de signer les accords d'Abraham avec Israël. Il y a eu la solidarité de tous ces États avec l'Iran pour dénoncer toute perspective d'attaque d'Israël contre l'Iran. Et il y a eu surtout l'affirmation qu'ils ne progresseront pas dans les accords d'Abraham, qui est la grande ambition de Donald Trump de son premier mandat et qu'il veut poursuivre maintenant, tant qu'il n'y aura pas une avancée et la création d'un État palestinien. Donc, ce qui fonde notre crédibilité à nous, Européens, et je le redis, si nous ne menons pas cette bataille d'ici les 2 mois, nous serons alignés, mais nous serons aussi vassalisés dans l'ordre international, c'est-à-dire discrédités. Et donc ce combat, comment faut-il le mener? Le respect du droit humanitaire. Il faut d'urgence ouvrir les portes de Gaza. À la presse, nous ne pouvons pas ne pas savoir ce qu'il se passe. Pensez, Monsieur Pujadas, que l'enjeu, c'est pas uniquement quelques excités qui se posent la question du drame, de la tragédie qui se déroule aujourd'hui à Gaza. Amos Goldberg, professeur à l'université de Jérusalem, grand spécialiste mondial de la Shoah, qu'est-ce qu'il dit il y a quelques mois? Qu'est-ce qu'il dit? Je ne le croyais pas. Je suis obligé de constater qu'aujourd'hui, il y a un génocide à Gaza. Dominique de Villepin se dresse, une fois encore, comme l'une des dernières voix de la raison, de la dignité et du droit face au chaos moral qui gangrène notre époque. Tandis qu'Israël poursuit à Gaza un génocide d'une ampleur effroyable, réduisant des familles entières à la famine, à la soif, à la poussière et au deuil, de Villepin ose dire ce que tant de dirigeants taisent, qu'il est impossible de parler de paix, de sécurité ou de droit international tant qu'un peuple est emprisonné, affamé et massacré sous les bombes. Il rappelle avec la clarté d'un diplomate et la noblesse d'un humaniste que reconnaître l'État palestinien, ce n'est pas un acte symbolique, c'est une urgence morale et politique, le seul moyen de rendre à la justice un peu de son sens. Face à un Israël devenu puissance d'occupation et de destruction, de Villepin refuse les euphémismes et les mensonges diplomatiques. Il appelle les mots par leur nom, crimes de guerre, apartheid, punition collective. Alors que les caméras montrent des enfants décharnés, que la faim est utilisée comme une arme, que les convois humanitaires sont bombardés en toute impunité, lui rappelle au monde que le silence face au crime est déjà une forme de complicité. Dominique de Villepin, fidèle à cette vision de la France indépendante, debout,
héritière du droit et non de la soumission, s'oppose frontalement à cette politique d'extermination qui se déroule sous les yeux du monde. Là où d'autres se perdent dans la prudence et la lâcheté, ils parlent avec la hauteur d'un homme d'État. Il ne s'agit pas de choisir un camp religieux ou politique, mais de choisir le camp de l'humanité. Et dans cette époque d'indifférence et de peur, sa voix résonne comme un rappel: nul peuple ne mérite la famine, nul enfant ne mérite la mort, nul État ne peut prétendre à la légitimité en construisant son avenir sur les ruines d'un autre. L'accélération des événements en Ukraine, l'Occident renforce les capacités d'armement et de frappe de l'Ukraine, Poutine menace en conséquence en toile de fond de l'alternance qui se profile dans 2 mois, avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump qui dit on va arrêter la guerre et on va négocier. L'Europe, la France par exemple, ont-elles raison d'essayer de tout faire pour que l'Ukraine avance ses négociations, puisse sauver son territoire, voire en reconquérir une partie? L'enjeu est essentiel. Placer l'Ukraine en position de force avant les négociations, c'est nécessaire. Et ce que nous voyons, ce sont des préparatifs de part et d'autre, chacun montrant ses muscles, et tout cela étant parfaitement prévisible au lendemain de la décision, le revirement de la position américaine de Joe Biden, d'autoriser l'Ukraine, dans certaines conditions, à utiliser des attaques MS, des missiles de longue portée, sur le territoire russe. Ce qui est essentiel aujourd'hui pour les Européens, pour les Français, pour l'Ukraine, c'est de se préparer à ce qui vient. Et ce qui vient, c'est un changement majeur dans l'histoire du monde et des relations internationales. C'est-à-dire ? C'est une Amérique qui change complètement, du tout au tout, dans son regard sur le monde et dans son positionnement sur le monde. C'est une Amérique isolationniste, c'est une Amérique unilatéraliste, c'est une Amérique protectionniste, et c'est une Amérique qui met en avant 2 sujets qui vont bouleverser complètement le paysage, en tout cas des négociations en Ukraine, comme au Proche-Orient et ailleurs dans le monde. C'est une approche transactionnelle. On privilégie la recherche d'un deal, et c'est aussi une approche dominée par le souci de la paix, non plus par la force, comme le faisaient les néoconservateurs, en utilisant en permanence l'intervention militaire, mais c'est l'utilisation de la puissance, de la surpuissance, pour éviter justement d'avoir à recourir à l'arme militaire. Dans ces conditions, l'arrivée de Donald Trump, elle va imprimer mécaniquement un changement complet d'atmosphère et de rapport de force. Et ce qui se prépare dans les 2 prochains mois, c'est une vassalisation de tous ceux qui ne seront pas capables d'affirmer leur voix et leur rôle sur la scène internationale. Et ça vaut en particulier pour l'Europe. C'est-à-dire que si nous ne nous préparons pas d'ici 2 mois, la voix de l'Europe ne comptera pas. Nous ne serons même pas autour de la table pour les négociations. Sur l'Ukraine, par exemple, qu'est-ce que ça signifie ? Sur l'Ukraine, ça signifie que l'Ukraine sera face aux États-Unis dans un dialogue entre Donald Trump et Poutine et devra accepter in fine la décision qui sera prise. Quelle serait la manière pour l'Europe de se placer dans ce conflit et, comme vous dites, de faire valoir sa vision ? L'enjeu pour l'Europe, c'est d'être capable de peser sur les rapports de force. C'est-à-dire de se rassembler, d'abord de s'unir, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, de s'unir sur une position commune et d'engager dès maintenant avec l'Ukraine une réflexion stratégique sur ce qui constitue les lignes rouges et l'intérêt vital et de l'Ukraine et de l'Europe. Car ne l'oublions pas, M. Poujadas, on l'oublie parfois, nous avons partie liée. Face à l'agression russe, c'est tout le droit international qui est ébranlé. C'est la souveraineté de l'Ukraine, c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et cela nous affecte directement. C'est dire que si demain on revenait sur la souveraineté de l'Ukraine ou sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine, nous basculerions dans un autre monde. Le monde de la force russe. Le monde de la puissance américaine, qui cherchera également à rabaisser, ou en tout cas à s'entendre dans le cadre d'une transaction avec la Russie, sachant que Donald Trump aime les hommes forts.
Il aime la paix des forts. Et c'est pour ça qu'il privilégie sur la scène internationale ceux qui sont capables de constituer pour lui, d'où le fameux dialogue avec Kim Jong-un, le coréen, le nord-coréen, ceux qui sont capables de lui tenir tête et, à partir de là, de fabriquer un deal. Donc on le voit bien. Quelles sont les lignes rouges pour l'Europe en Ukraine? Quelles sont les lignes rouges de l'Ukraine? Est-ce qu'il est question que l'Ukraine puisse capituler? C'est-à-dire renoncer à sa souveraineté juridique, à la possibilité de contracter, de faire ses alliances, renoncer à son intégrité territoriale, c'est-à-dire à 20% de son territoire. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine peut éviter cela? Je crois que l'Ukraine peut l'éviter si, tout de suite, dès maintenant, avec les Européens, on est là pour fixer cette exigence fondamentale du cahier des charges de ce que pourrait être un règlement. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose aujourd'hui que soit la capitulation, soit un gel de la situation, un cessez-le-feu qui consisterait à un gel sur la ligne de front? C'est la situation qu'on a connue en Corée du Nord et Corée du Sud. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Pour vous, ce serait inacceptable, en tout cas, ce gel du front tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que c'est la seule chose qui aujourd'hui serait acceptable, sachant que ce qui est inacceptable, c'est la capitulation. Si on peut arriver, et si Donald Trump, avec des trésors de diplomatie, est capable d'inventer une paix, de tordre le bras de Vladimir Poutine, très bien. Aujourd'hui, on ne l'envisage pas. Donc, s'il y a un cessez-le-feu avec un gel, la question qui se posera, numéro 1, c'est de le garantir. Et là, on voit bien que les Européens, les Ukrainiens et les Américains, si Donald Trump est dans cet esprit, devront peser pour faire en sorte que le rapport de force avec Vladimir Poutine puisse véritablement garantir. Alors là, il y a différentes hypothèses. Je vois toutes sortes de propositions qui sont faites, envoyer des instructeurs, enfin toutes sortes de choses. Le président de la République avait évoqué l'envoi de combattants sur place ou d'instructeurs sur place également. Je pense qu'il y a aujourd'hui à prendre en compte le fait que s'il s'agit d'un cessez-le-feu qui permettra à l'Ukraine de retrouver pour un temps une vie normale, sans perdre sa souveraineté, sans perdre le bénéfice d'un combat qui a été terrible et qui a conduit à la mort de centaines de milliers d'Ukrainiens. Il est donc difficile d'imaginer que tout cela n'ait servi à rien. Donc, pour l'Ukraine, je pense qu'il pourrait être proposé par les Européens, peut-être par les Américains, que si ce cessez-le-feu n'était pas respecté, à supposer bien sûr qu'il n'y ait pas de provocation de notre part, mais dans un esprit de bonne foi, pour un nombre d'années fixé à l'avance, eh bien, nous imposerions, en quelque sorte, une position de défense du territoire ukrainien. Nous l'avions imaginé avec la Libye au début du processus, avec la résolution 1973 en 2011, donc de défense du territoire ukrainien dans le cadre d'une zone de non-survol. Il ne s'agirait pas de le faire. Il s'agirait de dire que là, il y a une ligne rouge si le territoire ukrainien est attaqué et il s'agirait de la rendre crédible. Qu'est-ce qu'on a vu depuis 2 ans? Attendez, pardonnez-moi. De ligne rouge en ligne rouge, on a cessé de modifier les lignes rouges qu'on se fixait. Là, il ne s'agit pas d'attaquer, il s'agit de dire le cessez-le-feu, après tant d'années terribles, ne doit pas être remis en cause unilatéralement. S'il l'était, nous considérerions alors que nous avons, en tant que garant... La politique d'Israël au Moyen-Orient s'inscrit depuis des décennies dans une logique d'agression, de domination militaire et d'ingérence régionale. Loin d'être une simple politique de défense, elle repose sur une stratégie offensive visant à maintenir une supériorité totale sur ses voisins arabes, à neutraliser toute puissance susceptible de remettre en cause son hégémonie et à imposer un déséquilibre permanent dans la région. Le déroulement de cette politique est clair lorsqu'on observe l'histoire contemporaine. Depuis 1948, Israël s'est construit par la guerre et l'expansion, à travers des conflits successifs avec ses voisins l'Égypte, Syrie, Liban, Jordanie, mais aussi par des opérations militaires récurrentes bien au-delà de ses frontières. Ces guerres n'ont pas seulement servi à se défendre, comme le prétend sa propagande, mais à redessiner les rapports de force et à étendre son influence géopolitique. Dans les décennies suivantes, Israël a perfectionné une stratégie d'agression préventive, bombardé avant même d'être menacé, assassiné des scientifiques,
des dirigeants politiques ou militaires dans des pays arabes et iraniens, infiltrer des services de renseignement étrangers, saboter des infrastructures essentielles. L'objectif est toujours le même, affaiblir les États arabes et musulmans pour empêcher l'émergence d'un contre-pouvoir régional. Au Liban, Israël a mené plusieurs guerres et des milliers de frappes, laissant derrière lui des ruines, des civils tués et un pays meurtri. Sous couvert de combattre le Hezbollah, il bombarde des villages, des écoles, des infrastructures civiles, instaurant un climat de peur permanent. En Syrie, Israël mène régulièrement des attaques aériennes sur le territoire, visant des positions iraniennes ou des convois du Hezbollah, sans la moindre réaction internationale. En Iran, il multiplie les opérations de sabotage, les assassinats ciblés et les cyberattaques, alimentant un climat de tension qui fait planer le risque d'un conflit régional majeur. Dans une logique défensive, il ne s'agirait pas de prendre l'initiative, le droit de protéger le territoire ukrainien, parce que l'Ukraine entend elle-même respecter cet accord. Avec nos avions, avec notre flotte militaire. À déterminer les modalités, mais je crois que nous devrions peser sur le fait que nous n'accepterons pas que le cessez-le-feu soit rompu unilatéralement par la Russie dans ce cadre-là. Avec le risque d'engrenage que ça peut comporter. Monsieur Poujadas, je fais l'avocat du diable. Non, mais j'ai bien compris. Il s'agit pour nous de revenir à ce qui est l'essentiel et qui fait le lien entre l'actualité de ce soir sur l'Ukraine comme sur le Proche-Orient. Ce lien, c'est quoi? Et pourquoi l'Europe doit s'organiser dans les 2 mois qui viennent? Et pourquoi la France doit prendre la tête de cette action européenne? Ce qui est en cause aujourd'hui dans le monde, avec l'arrivée de Donald Trump, c'est la perspective pour Donald Trump d'un monde sans règles, d'un monde sans loi, d'un monde fondé sur la puissance et les rapports de force. C'est pas le monde que nous avons voulu construire après 1945 ni après 1991. Il faut donc tout de suite poser avec nos partenaires, les Européens avec l'Ukraine, les Européens avec les pays arabes modérés du Moyen-Orient, que nous allons nous organiser pour faire respecter un certain nombre de lignes rouges et poser la nécessité de respecter les principes. J'en pose 2 pour le Proche-Orient. On va y venir au Proche-Orient, mais dernière question sur l'Ukraine. Oui. D'abord, on comprend bien, ça signifie le risque de l'engagement, mais vous dites il faut être prêt à prendre ce risque pour défendre notre vision de règles internationales que nous devons poser. Alors, ça, on l'a bien compris. Mais quand vous entendez Vladimir Poutine menacer, alors c'est pas tout à fait le cas de figure que vous évoquez, mais tout appui militaire à l'Ukraine aujourd'hui, est-ce qu'on doit en avoir peur? Monsieur Poujadas, une négociation va s'engager. Dans cette négociation, il s'agirait de se fixer un point d'arrivée. Ce point d'arrivée peut être le cessez-le-feu et l'arrêt des violences. Que nous posions, nous Européens, l'Ukraine, les États-Unis comme règle, que ce cessez-le-feu doit être intégralement respecté et qu'en aucun cas, il ne saurait être unilatéralement rompu. Le risque d'engrenage est relativement court, puisqu'il est clair que celui qui agresse une nouvelle fois subira alors, non pas la sanction, mais la garantie que la partie d'en face s'organisera pour protéger le territoire ukrainien. Intervention militaire pour dans le ciel. Protéger le territoire ukrainien. Il s'agit de dire à l'avance que ce que nous signons, un cessez-le-feu, sera garanti. Alors, il s'agit de prévoir, et ça les diplomates savent le faire, toute une série de clauses pour faire en sorte que ce ne soit pas une décision qui soit prise par inadvertance, qui soit mûrement réfléchie, qu'il y ait un certain nombre d'éléments de précaution et de communication. Il faudra donc établir une ligne, reprendre un dialogue avec Moscou pour faire en sorte que les choses n'arrivent pas par accident à se dégrader. Mais il faut poser une règle, c'est que le respect d'un accord, le respect du droit international, c'est quelque chose de majeur. Et c'est pour cela, Monsieur Poujadas, qu'il n'y a pas de différence aujourd'hui. Et nous avons, nous, dérapé en Ukraine quand nous n'avons pas compris que ce que nous faisions en Ukraine, nous devions le faire aussi au Proche-Orient. Alors venons-en. Le respect du droit international ne se divise pas. Le respect du droit humanitaire ne se divise pas. On ne peut pas s'indigner de ce qui se passe à Boutcha et ne pas s'indigner de ce qui se passe à Gaza. Alors on y vient justement à Gaza. Puisque vous parlez de droit,
est-ce que la France doit appliquer à la lettre la décision de la Cour pénale internationale, mandat d'arrêt pour Benyamin Netanyahou, s'il arrive sur le sol européen ou français? Vous me posez cette question, vous connaissez la réponse. La France a déjà répondu. La France appliquera, et elle avait déjà annoncé par la bouche de M. Séjourné, elle appliquera bien évidemment la décision de justice prise par la Cour pénale internationale. Est-ce que vous vous en félicitez? Mais M. Poujadas, ce n'est pas la question. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est pourquoi il faut sortir de ce petit jeu, est-ce que, etc., où on polarise, on chauffe les esprits et on introduit un paramètre de polémique. Non, mais la vision du droit se traduit en actes. Eh bien, justement. Qu'on peut condamner ou féliciter. Et pourquoi c'est incontournable, le respect du droit? En Ukraine et à Gaza et au Proche-Orient, au Liban et ailleurs. C'est parce que le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité partout dans le reste du monde. Or, nous nous retrouvons avec un Donald Trump qui, lui, ne croit pas aux règles, qui, lui, ne croit pas au droit. Et son administration, en réaction à la décision de la Cour pénale, vient d'annoncer qu'ils feront tout pour contrer les Nations Unies. Vous savez, la loi de la jungle, le retour à cet esprit du chacun pour soi sur la scène internationale, c'est catastrophique. Nous avons vu, beaucoup en ont été surpris, nous avons vu comment le monde s'organise sans nous. Cette alliance ou cet accord entre la Chine et la Russie, il nous a surpris. Sur votre plateau, j'avais posé la question, est-ce que si nous surenchérissons en Ukraine inconsidérément, est-ce que nous ne verrons pas certains pays du Sud global s'engager auprès de la Russie? Qu'est-ce qui s'est passé quelques mois plus tard? La Corée du Nord a envoyé des troupes. Donc l'impensable est possible sur la scène internationale. De la même façon, qu'est-ce qui s'est passé au sommet de Riyad? Au sommet de Riyad, le 11 novembre, il y a eu l'unité du monde arabe, arabo-musulman, avec l'Iran qui était invité. Et il y a eu la Alors solidarité... que l'Arabie Saoudite, pardon de vous compléter, était sur le point de signer les accords d'Abraham avec Israël. Il y a eu la solidarité de tous ces États avec l'Iran pour dénoncer toute perspective d'attaque d'Israël contre l'Iran. Et il y a eu surtout l'affirmation qu'ils ne progresseront pas dans les accords d'Abraham, qui est la grande ambition de Donald Trump de son premier mandat et qu'il veut poursuivre maintenant, tant qu'il n'y aura pas une avancée et la création d'un État palestinien. Donc, ce qui fonde notre crédibilité à nous, Européens, et je le redis, si nous ne menons pas cette bataille d'ici les 2 mois, nous serons alignés, mais nous serons aussi vassalisés dans l'ordre international, c'est-à-dire discrédités. Et donc ce combat, comment faut-il le mener? Le respect du droit humanitaire, il faut d'urgence ouvrir les portes de Gaza. À la presse, nous ne pouvons pas ne pas savoir ce qu'il se passe. Pensez, M. Poujadas, que l'enjeu, c'est pas uniquement quelques excités qui se posent la question du drame, de la tragédie qui se déroule. En conclusion, Dominique de Villepin incarne ce qu'il reste de grandeur dans une diplomatie française aujourd'hui défigurée par la peur, les intérêts et la lâcheté. Sa parole est celle d'un homme d'État qui comprend que la justice n'est pas négociable et que la dignité humaine ne se hiérarchise pas. Il ose rappeler que le drame palestinien est le miroir de notre faillite collective, celle d'un monde qui regarde ailleurs pendant qu'un peuple entier est condamné à la faim, à l'exil et à la mort lente. À Gaza, les enfants meurent de soif avant d'avoir appris à lire, les hôpitaux s'effondrent, les vivants creusent à main nue pour enterrer leurs proches, et le monde se tait. Ce silence est une honte, cette neutralité est une trahison. Dominique de Villepin refuse cette complicité par inertie. Il refuse de voir la France s'enfoncer dans ce déni moral, elle qui fut jadis la patrie du droit, de la liberté et de la résistance à l'injustice. En rappelant que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un geste symbolique mais une exigence historique, il replace la diplomatie au service de la paix et non de la domination. Son message va bien au-delà de la politique, il parle à la conscience du monde. Il nous rappelle que la paix ne naîtra jamais sur les décombres d'un peuple, que la sécurité d'Israël ne viendra pas de la destruction de la Palestine, et que l'avenir ne peut pas se construire sur le sang des innocents. De Villepin, fidèle à la France des principes et non des intérêts, rappelle qu'il n'y aura jamais de paix sans justice, jamais de justice sans vérité, et jamais de vérité sans le courage de nommer les crimes pour ce qu'ils sont. Dans un océan de mensonges et de manipulations, sa voix se dresse comme un phare, celle d'un homme qui, face au génocide, choisit la parole au lieu du silence,
la justice au lieu de l'aveuglement, l'humain au lieu du calcul.